les intégrales, donc, les intégrales, et le premier point après l'introduction sur ces intégrales, tout d'abord, qu'est-ce que nous avons défini dans les intégrales? Ce sont les intégrales non définies. Les intégrales non définies, ce qu'on va appeler aussi les primitives, ce qu'on va appeler aussi les antidérivées. Et on a commencé par utiliser ce symbole-là, f de x dx, et comme vous le voyez, il n'y a pas de borne définie là-dedans, il n'y a qu'une variable d'intégration qui est x en intégrant f de x. Et donc on calcule ici l'intégrale de f de x dx, l'intégrale non définie. Et ça, on dira que c'est une primitive de f de x, donc qui s'appelle grand f de x, à laquelle on ajoute une constante. C'est-à-dire qu'en fait, f' de x est égal à petit f de x. Ça, c'est voilà, la définition de l'antidérivée, si vous voulez. C'est le contraire de la dérivée. On prend la dérivée, on dérive on prend f de x, on la dérive, ça fait petit f de x. Et si on veut chercher le contraire, enfin, si on veut partir de la valeur de f de x et chercher la fonction qui, telle que dérivée, va donner petit f de x, eh bien, c'est grand f de x plus une constante, puisque si je fais la dérivée de grand f de x plus une constante, c est arbitraire, hein. Quand je prends la dérivée de grand f de x plus une constante, eh bien, ça va me donner la dérivée de grand f de x qui sera petit f de x plus une constante, la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc c est arbitraire, et donc ça signifie que pour une fonction f, alors on va prendre une fonction qui est continue, ici dans ce cadre-ci, une fonction qui est continue partout, et bien pour cette fonction f, eh bien on va avoir une antidérivée pour cette fonction petit f, il va y avoir une antidérivée vers une primitive grand f de x, mais il ne va pas y en avoir qu'une seule, parce qu'on a bien compris que toutes les constantes, peuvent être additionnées à grand f de x. Lorsqu'on les dérive, lorsqu'on dérive grand f de x plus une constante, on retombera bien sur petit f de x toujours. Donc il y a une infinité pour une fonction petit f de x, il y a une infinité de primitives, une infinité de fonctions qui, une fois dérivées, vont nous donner la fonction petit f de x. Alors dans ce cadre-là, on a toute une série de formules que l'on peut se remémorer, toute une série de formules relatives aux primitives classiques. Si je fais l'intégrale de x exposant a dx, on se souvient que ça fait x exposant a plus 1 divisé par a plus 1 plus une constante. Si vous effectuez la dérivée de x exposant a plus 1 divisé par a plus 1, effectuez cette dérivée-là, on tombera sur x exposant a. Rappelons-nous de la dérivée de la primitive de 1 sur x. La primitive de 1 sur x, c'est ln de x en valeur absolue plus une constante. Vous regardez ln de x en valeur absolue. Pour x qui est positif, ln de x, ln de valeur absolue de x, c'est ln de x. Auquel cas sa dérivée, c'est 1 sur x. Et puis lorsque ln de x est plus petit, et lorsque x est plus petit ou égal à 0, ln de x, c'est ln de valeur absolue de x, pardon, c'est ln de moins x. Donc, je vais peut-être le mettre ici, à noter bien si on a x qui est plus petit ou égal à 0. Si on a x qui est plus petit ou égal à 0, donc alors à ce moment-là, ça veut dire que x en valeur absolue, il s'agit de moins x, et que donc ln de moins x, si vous dérivez ça par rapport à x, ça vous fait 1 sur moins x multiplié par la dérivée de moins x par rapport à x, c'est-à-dire moins 1, et ça vous fait 1 plus x également. Donc si x est positif, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, si x est négatif, inférieur ou égal à 0, et bien alors à ce moment-là,
nous avons ln de x qui vaut ln de moins x. Et lorsqu'on dérive ça par rapport à x, on tombe bien sûr ici 1 sur x, ici sur 1 sur x. Et donc, que x soit positif ou négatif, on obtient la même dérivée, 1 sur x, pour ce ln de valeur absolue de x. D'autres primitives également. Rappelons-nous, donc exponentielle de ax divisé par a plus une constante. Si vous dérivez l'exponentielle de ax divisé par a par rapport à petit x, eh bien vous tombez sur exponentielle de ax, bien sûr. Et ici, on va demander à ce que a soit différent de 0. Oui, bien sûr, ici, on va demander à ce que a soit différent de moins 1 pour éviter des dénominateurs qui sont nuls. Nous avons également a exposant x dx. A exposant x dx, on sait bien. Donc, a exposant x, c'est l'exponentielle de x logarithme de a. On supposera donc a plus grand, même strictement plus grand que 0 au minimum. On va revenir là-dessus, mais en tout cas, on a un a, on écrit ln de a, donc a exposant x, c'est exponentielle de x ln de a, donc a doit être strictement plus grand que 0 déjà. Donc c'est exponentielle de ln de a, et donc si on écrit a exposant x comme ceci, divisé par ln de a, plus une constante, et qu'on dérive a exposant x sur ln de a, plus une constante, qu'on dérive ça par rapport à x, donc on a naturellement l'exponentielle de x ln de a divisé par ln de a plus une constante, la constante elle s'en va, l'exponentielle de x ln de a dérivée, ça fait exponentielle de x ln de a fois ln de a, les ln de a se simplifient, et on retrouve donc ici la fonction a exposant x, exponentielle de x ln de a, c'est-à-dire a exposant x. À savoir malgré tout que donc, le ln de a ici doit être différent de 0, donc ça veut dire que a doit être, comme nous le savons, différent de 1. Allez, il y en a encore, l'intégrale de ln de x dx. Que vaut cette intégrale de ln de x dx? Eh bien, il s'agira de x ln de x moins x, plus une constante bien sûr. Voilà, ici avec cette constante. Donc si vous prenez x ln de x moins x plus une constante, dérivons ceci, on a x ln de x moins x plus une constante, la constante s'en va. Donc il y a x ln de x que je dérive par rapport à x, ça va nous donner 1. 1 pour le premier terme, donc x ln de x, je dérive le x d'abord, je dérive x ln de x par rapport au premier terme, d'abord par rapport, je dérive x par rapport à x, donc ça me fait 1 fois ln de x, et ensuite je dérive donc un produit, x fois ln de x, je dérive le second facteur de ce produit x ln de x par rapport à x, ça me fait x fois 1 sur x fois 1 sur x, donc c'est 1, et donc j'ai un plus 1, puis je dérive x par rapport à x, donc le moins x par rapport à x, qui me fait moins 1, donc j'ai 1 moins 1, donc si je dérive cette fonction-là, voilà, on le voit bien, dériver cette fonction-là, ça veut dire écrire ln de x, j'écris ici que j'effectue la dérivée, donc ça me fait ln de x, pour être parfaitement complet, donc dérivée de x par rapport à x, c'est 1 fois ln de x, plus x fois la dérivée de ln de x par rapport à x, c'est-à-dire 1 sur x, moins ici la dérivée de x par rapport à x, c'est-à-dire 1, et donc ça nous fait égal à ln de x. Et donc ici, on voit également donc, que nous avons une fonction qui, lorsque je la dérive par rapport à x, nous permet d'avoir ln de x qui est l'intégrand. Voilà, alors, de manière, j'ai envie de dire, des propriétés qui sont également utilisées pour ces formules d'intégrales, c'est pour des intégrales définies. Nous savons aussi que nous avons l'intégrale de a fois f de x dx, donc pour un a arbitraire, et bien ce a va sortir
de l'intégrale a f de x dx est égal à a fois l'intégrale de a fx dx, ce serait égal au a qui sort de l'intégrale, les constantes vont toujours sortir des intégrales, multiplié par l'intégrale non définie de f de x dx. Et pourquoi est-ce que nous avons ça? Parce que, en effet, on peut simplement aller voir à quoi doit ressembler la primitive de a fois petit f de x. Si la primitive de petit f de x c'est grand f de x, et bien la primitive de a petit f de x, c'est bien sûr a fois grand f de x plus une constante. A fois grand f de x plus une constante, si on dérive a fois grand f de x plus une constante, eh bien, nous allons obtenir a fois petit f de x. De même, si nous regardons là, dans le second terme, la primitive de f de x dx, c'est quoi? Il s'agit de grand f de x, grand f de x plus une constante, et ce grand f de x plus une constante va être multiplié par a. Donc regardons bien, on peut le faire, hein. On peut regarder, regardons une primitive de ceci. Je vais mettre ça dans une autre couleur parce que c'est un petit peu plus calculatoire, mais regardons simplement ceci. Donc je prends cette quantité ici, c'est égal à quoi cette quantité ici? La primitive de ça, eh bien c'est a grand f de x, ça c'est une primitive de a fois petit f de x, plus une constante. Ceci, qu'est-ce que c'est ce deuxième terme, pardon, ce terme de droite de l'égalité? Eh bien il s'agit de a multiplié par f de x plus une constante, plus une autre constante. On ne sait pas bien de quoi il s'agit exactement, c'est une constante arbitraire comme nous l'avons dit. Donc c'est-à-dire que c'est égal à a fois grand f de x plus a fois une constante. Mais cette constante est arbitraire et qu'on la multiplie par a, ça fait toujours une constante arbitraire. Donc, lorsque nous allons regarder ces deux quantités, lorsqu'on va regarder ces deux primitives, eh bien, nous allons constater que toutes les deux sont égales à a fois grand f de x à une constante près. Et quand je dérive a fois grand f de x à une constante près, eh bien, j'obtiens toujours petit a fois petit f de x. Donc ici, il y a une petite difficulté qui apparaît dans cette formulation et qu'on remarque dans cette formulation du fait qu'on égale, on met un signe égal entre deux intégrales. Mais ces deux intégrales-là peuvent être égales en quelque sorte ou ne pas être égales. De toute façon, ces deux intégrales sont définies à une constante près. Donc quand on écrit un signe d'égalité ici entre deux intégrales, en quelque sorte, ça peut porter à confusion parce qu'il ne s'agit pas d'une véritable égalité. Il s'agit d'une égalité à une constante près, puisque on ne sait pas à une constante près exactement ce que veulent dire ces deux intégrales. Et donc, ce qu'il est important de mentionner ici, c'est simplement le fait que, ok, ici, on a intégré a petit f de x, on a obtenu cette quantité. Ici, on a intégré f de x et on l'a multiplié par a. Les constantes qui sont là sont des constantes arbitraires. Donc ici, qu'on multiplie la constante par a ou qu'on laisse un c, ça ne change pas grand-chose. Ce sont des constantes arbitraires des deux côtés. Et donc, on voit bien que nous avons des fonctions, a grand f de x ici, on a une égalité à une constante près, si vous voulez. C'est-à-dire que a grand f de x plus une constante, ce n'est pas nécessairement égal à a grand f de x plus a fois une autre constante, mais il y a bien des constantes, puisque le c ici, ça peut être une autre constante que ce qu'ici, il y a bien des valeurs des constantes qui font que ceci est égal. Donc on a ici une égalité, si vous voulez, à une constante près. Ce que veut dire ceci, c'est une égalité à une constante près.
Néanmoins, quand on a un signe quand on a une constante qui se trouve, ce qu'il faut retenir évidemment, et ce qu'il faut utiliser en pratique, bon, ce que je viens de dire en orange est plutôt un détail, mais ce qui est très important évidemment, c'est de savoir que les constantes qui se trouvent dans des intégrales, on les sort des intégrales. Des intégrales. De même, autre propriété, je vais revenir ici avec une autre propriété concernant la somme, f de x plus g de x dx. Voilà, l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Et là, encore une fois, cette égalité est une égalité à une constante près. Calculer la primitive de f de x plus g de x, ça doit faire grand f de x plus grand g de x, par exemple, plus une constante. Calculer la primitive de f de x, ça fait grand f de x plus une autre constante. La primitive de g de x dx, c'est grand g de x, admettons, avec encore une autre constante. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve bien, dans les deux cas, grand f plus grand g, qui est égal à grand f plus grand g, à une constante près, donc plus une constante qui est la résultante de toutes les constantes qui viennent de mon calcul. Et puis bien sûr, on peut aller encore un petit peu plus loin en mettant ainsi A1 F1 de x plus A2 F2 de x plus, donc on fait une intégrale jusque AN Fn de x dx. Et ça, on va pouvoir l'écrire comme A1 fois F1 de x dx plus A2 l'intégrale de F2 de x dx plus trois petits points plus AN mis en évidence Fn de x dx. Et voilà, donc ici, oui, l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. L'intégrale d'une somme de produits, ici, c'est égal à la somme des intégrales de ces produits. Et comme le premier facteur de chaque produit, c'est un chiffre, c'est A1, A2, AN, on peut les sortir de l'intégrale de par cette première propriété.